3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christopher Dembick est avec nous ce soir, le directeur de la recherche macro de Saxo Bank. Bonsoir Christopher. Vincent Chéniaud nous accompagne également, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Didier Borowski de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Didier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable Global Views au sein du Amundi Institute. Je sais que les investisseurs globaux passent très vite d'un sujet à l'autre et le sujet de la croissance chinoise notamment est un sujet important aujourd'hui, mais en tant que locaux de l'étape, ne négligeons pas non plus peut-être les leçons du scrutin présidentiel français au lendemain du second tour, d'un point de vue de marché, bien sûr, un global macro même peut-être. Quels sont les enseignements de ce scrutin, Didier, et où est-ce que vous placez les enjeux du nouveau mandat d'Emmanuel Macron sur le plan domestique et puis peut-être sur le plan européen également? Je commencerai par le plan européen, parce qu'en réalité, Emmanuel Macron a présenté ce deuxième tour de l'élection présidentielle comme un référendum pour l'Europe. Et s'il y a bien une chose sur laquelle il n'a pas varié au cours de son mandat, c'est cet engagement en faveur d'une consolidation de l'Europe et des institutions européennes. Eh bien, ce référendum, il est emporté haut la main. Il a fait savoir que, conformément à la tradition, il se rendrait très vite à Berlin pour, évidemment, consolider le couple franco-allemand. Donc, je crois que pour les investisseurs internationaux, en tout cas, la vision est claire, c'est on continue sur la feuille de route d'une consolidation de l'Europe avec un couple franco-allemand particulièrement fort qui sera amené à se renforcer. Au moment même où on a des débats très compliqués en Europe, compliqués sur les règles budgétaires, compliqués sur l'Europe de l'énergie, compliqués sur l'Europe de la défense. Et donc de savoir qu'on va avoir un couple franco-allemand à la manœuvre, probablement renforcé, avec un engagement de la France très fort pour aller de l'avant, eh bien c'est, je pense, quelque chose qui sera très bien perçu par les investisseurs internationaux. Et puis l'engagement européen d'Emmanuel Macron et ses réformes structurelles ont fait que les marchés d'actions avaient plutôt bien performé par rapport à aux autres marchés actions de la zone euro sur le mandat d'Emmanuel Macron. Donc il y a fort à parier que si on adopte une vision stratégique, le mandat d'Emmanuel Macron s'accompagne, s'il arrive à faire la réforme de la retraite, pour revenir sur ce sujet, et à mettre en place ce type de réforme, par un accroissement tendanciel de la croissance potentielle à moyen terme et par conséquent bénéficier aux actifs français. Alors, ceci étant dit, attention, là je parle de stratégie de moyen terme. La configuration des marchés aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec l'élection présidentielle française. Oui, bien sûr, oui, on est d'accord. Et donc, il faut distinguer ce qu'on peut éventuellement avoir comme idée, comme évolution à 3 ans, si les choses se passent bien, se déroulent bien et qu'on sort de la crise actuelle, et la dynamique de court terme qui est surdéterminée par ce que tu as mentionné. Oui, bien sûr, on dissocie bien les deux dans l'esprit, mais restons dans cette vision un peu prospective. Quand vous dites couple franco-allemand renforcé, c'est-à-dire qu'on voit très vite, par exemple, sur le plan de la mutualisation peut-être budgétaire au niveau européen, qui avait déjà été une première avancée au démarrage de la crise pandémique, en mai 2020, grande annonce entre Emmanuel Macron et Angela Merkel à l'époque. Est-ce que c'est à ça que vous pensez? Est-ce que l'Allemagne est en position aujourd'hui politique, notamment, voire économique, d'accepter de nouvelles concessions sur le plan budgétaire européen? Je pense qu'il va y avoir du donnant-donnant. Les Allemands ont besoin aussi de l'autonomie énergétique, donc ils ont besoin d'une certaine façon également de la France. Il va y avoir besoin de fonds supplémentaires pour financer l'Europe de la défense, la transition énergétique, pourquoi pas des émissions obligataires dédiées à des investissements particuliers qui pourraient d'ailleurs être éligibles à des formes d'achat de la Banque Centrale Européenne. Tout est sur la table, en dépit de la fin du programme actuel d'extinction de dette. Je crois que c'est pas du tout la fin de l'action de la Banque Centrale Européenne quand il s'agira de financer le verdissement de l'économie. On peut très bien imaginer des dispositifs nouveaux qui permettront de financer de façon vertueuse les engagements qu'on a pris. Et puis, du côté de la France va chercher à négocier des règles budgétaires plus souples. Parce qu'il est clair que les règles budgétaires sont devenues complètement obsolètes. Toujours suspendues jusqu'à 2023, c'est ça. Oui, mais on utilisera probablement encore la clause de sauvegarde parce qu'on est face à des circonstances exceptionnelles avec la crise actuelle et donc peut-être qu'on négociera un peu plus longtemps que prévu ces règles budgétaires. Mais les règles passées sont complètement obsolètes. Ça, il y a consensus des économistes là-dessus. Il n'y a pas consensus sur les nouvelles règles budgétaires. Est-ce qu'elles doivent être dédiées par État ou est-ce qu'elles doivent... Mais il faut des marges de manœuvre différentes pour pouvoir organiser une politique budgétaire digne de ce nom et pas tomber dans des politiques budgétaires procycliques. Et ça, c'est un débat essentiel, à mon avis, dans les mois qui viennent. Où donc, les Allemands il peut y avoir un partenariat et du gagnant-gagnant entre les Français et les Allemands et à l'échelle européenne. Mais il y a un chemin possible. Mais il va falloir se battre. On sait que l'Europe, elle n'avance pas de façon linéaire, vertueuse et calme. Donc il va falloir quand même agir dans cette direction de façon très, très volontariste. Si c'est le chemin
européen qui nous intéresse peut-être le plus d'un point de vue de marché global macro, Vincent. Quelles sont les attentes là au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron sur cette dynamique européenne ? Non, je différerais un petit peu de Didier sur ce point. Je crois que le couple franco-allemand est aujourd'hui dans le même état qu'il était hier. Rien n'a changé. Le résultat de l'élection n'est pas surprenant. On a des questions très importantes, notamment sur l'énergie. On parle d'embargo sur les produits fossiles russes. Évidemment, l'Allemagne dit s'y préparer d'ici la fin de l'année, mais c'est extrêmement difficile. On a eu le rapport mensuel de la Bundesbank la semaine dernière, publié en allemand, qui dit que ce serait une véritable catastrophe pour l'économie allemande. C'est-à-dire qu'on aurait une chute du PIB qu'on n'a probablement pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet extrêmement délicat pour l'Allemagne. Pour ce qui est de la politique domestique... Et ce serait un effort inconcevable pour un pays comme l'Allemagne d'accepter ce sacrifice économique. L'Europe a quelque part une approche très courageuse sur ce qui se passe en Ukraine, mais également assez dangereuse d'un point de vue économique. Le choc économique en Europe est potentiellement considérable et il ne fait aucun doute qu'on va avoir un ralentissement très fort. La BCE, au mois de mars, nous a donné ses prévisions de croissance à 3,7% pour cette année. Ouais. Il est grand temps d'appuyer, de faire une mise à jour sur les prévisions. Nous avons 2,2%. Et sachant qu'on a 1,9% d'acquis, ça veut dire qu'on n'aurait quasiment pas de croissance cette année. Pour ce qui est de la politique domestique et européenne, je donne rendez-vous le 12 et le 19 juin. Et effectivement, le scénario central est que le président arrive à dégager une majorité probablement assez large, il va falloir ratisser assez large, mais on n'a pas de certitude dans la matière. Je rappelle que 38% des inscrits ont voté pour le président hier. Le reste, soit n'ont pas voté, soit ont voté blanc ou nul, ou pour Madame Le Pen. 38%, c'est le plus faible depuis 1969. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un engagement. Donc, ça soulève une certaine incertitude sur ces élections législatives qui, véritablement, donneront le là sur la politique qu'on peut envisager sur le début du quinquennat. Et de manière immédiate, si un des sujets à traiter rapidement, c'est celui de la question de l'embargo européen sur les hydrocarbures russes, vous dites le rapport de force entre le futur gouvernement Macron 2.0 et le gouvernement Scholz, il n'a pas forcément beaucoup bougé. Il n'y a pas de raison que le gouvernement Scholz accepte cet embargo parce qu'Emmanuel Macron a été réélu Je pense qu'il y a une grande harmonie sur l'idée qu'il faut effectivement être sévère vis-à-vis de la Russie. Mais après, il y a des contraintes économiques, énergétiques qui évidemment sont beaucoup plus fortes en Allemagne, voire en Italie, qu'en France. Donc on n'est pas forcément sur la même ligne. Et encore une fois, il va y avoir un principe de réalité économique qui va jouer un moment, c'est-à-dire que très vite, on va s'apercevoir que l'économie européenne ralentit très très fortement. On espère pouvoir éviter la récession technique en T2 et T3, mais ce n'est vraiment pas assuré. Oui, un pays comme l'Allemagne est déjà en contraction trimestrielle depuis le 4e trimestre 2021. Christopher, vos commentaires, on peut reprendre sur le sujet politique, bien sûr, et les enjeux de ce nouveau mandat. Alors, je pense qu'effectivement, et je vous rejoindrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes sur l'agenda déjà européen, à mon avis, le rapport de force n'a pas changé. Il faut bien prendre conscience mais il y a aussi un phénomène de lassitude qui joue, alors aussi bien dans les opinions publiques et aussi dans les cercles politiques concernant la question ukrainienne. Et je doute très fortement, avec les derniers chiffres économiques qui tombent et les prévisions, que beaucoup d'États, alors aussi bien l'Allemagne, même d'ailleurs vous le mentionnez, l'Italie, ou encore des pays d'Europe centrale et orientale soient prêts à avoir un embargo extrêmement rapide sur les hydrocarbures russes. Ça, c'est le premier point. Et même finalement du côté de la France, qui est bien sûr moins dépendante, mais on a toujours coutume de dire, bien sûr, la France est plus épargnée que les autres pays européens sur l'inflation, mais probablement pour le citoyen, ça importe peu finalement de savoir à quel niveau européen on se situe. Et je pense qu'Emmanuel Macron, dans la perspective des législatives, a tout intérêt aussi à laisser traîner un peu le sujet, parce que dans tous les cas, ce sera pris par les opposants, qui sont très large aujourd'hui, pour souligner que ça aura un impact négatif sur le coût de la vie pour les Français. Donc, je pense que le principe de réalité que vous mentionnez va s'imposer aussi bien du côté allemand, dans les autres pays européens, et aussi en France. Au niveau domestique,
Moi, je reste assez surpris. Hier, c'était un sujet notamment de ces questionnements concernant l'éventualité qu'Emmanuel Macron n'ait pas la majorité au Parlement, ou pire, ou en tout cas que M. Mélenchon soit Premier ministre. La réalité, à mon avis, je pense que ce qu'il faut voir, c'est comment se passe le processus électoral. Les Français vont certainement pas, c'est pas un vote d'adhésion très clairement pour Emmanuel Macron, les candidats En Marche. Mais qu'est-ce que vous avez en face ? Si on va voir M. Mélenchon Premier ministre, il faudrait une coalition des partis de gauche qui va être très compliquée. On sait que notamment la FI, LFI, la France Insoumise. merci beaucoup, la France Insoumise a de mauvaises performances aux élections locales et notamment aux élections législatives. Donc ils doivent finalement s'allier avec le PS et les écologistes qui performent bien sur ce type d'élection, mais on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Du côté du Renouveau National, c'est le même sujet, ils performent très mal sur ce type d'élection. Donc d'une certaine manière, il y aura sûrement beaucoup d'abstention, ce sera indéniablement le vrai sujet. Et derrière cela, il y aura certainement un vote un peu pragmatique, comme pour ce second tour, en faveur d'Emmanuel Macron. Donc de mon point de vue, il n'y aura pas un blocage extrêmement important au niveau législatif. Les électeurs français conserveront une certaine cohérence, quand bien même le vote Macron 2022 est loin d'être autant un vote d'adhésion qu'il avait pu l'être en 2017. Tout à fait, mais il va ratisser simplement extrêmement large. Vous savez très bien le processus. En 2017, il suffisait de parler à certains élus PS qui étaient députés sortants, qui ont quand même fait des démarches parfois infructueuses pour avoir l'investiture En Marche. Là, ça va être plutôt du côté LR simplement, parce qu'il y en a plus. Donc ça va être très large. Alors bien sûr, ce sera compliqué à gérer une majorité, je ne sais pas à quel point elle sera large, mais en tout cas qui sera très hétéroclite, mais sur des sujets typiquement la réforme des retraites, qui va être un sujet très sensible. Mais foncièrement, moi, je ne vois pas de blocage institutionnel qui obligerait du jour au lendemain, notamment Emmanuel Macron, dans son dernier mandat, comme le font souvent les présidents français, à s'orienter plus sur la politique étrangère. Je pense que dans tous les cas, dans un premier temps, il essaiera de passer ses réformes, notamment la réforme des retraites. Je ne pense pas que ce soit aisé, très clairement. Et là, ce sera plus dans la rue que ça va jouer qu'autre chose. Mais il aura une latitude au Parlement, à mon avis. Capacité de réforme, et puis capacité en termes de marge de manœuvre financière, parce que c'est vrai que ça fait des années, en tout cas au moins 2 ans qu'on vit dans un espèce de whatever it takes global, où tout est permis parce que l'argent magique a été libéré. Sur les marchés, on sait bien que c'est pas une situation soutenable à moyen ou à long terme. Mais la question des marges de manœuvre budgétaires d'un État comme la France, elle va se poser là au cours du quinquennat Elle se posera peut-être au cours du quinquennat, mais pas dans les mois qui viennent, parce que comme on le disait, oui. Il y a une récession qui se prépare dans les grands pays type Italie et Allemagne, qui peut contaminer l'ensemble de la zone euro. Donc la problématique du durcissement de la politique budgétaire n'est pas à l'ordre du jour. Alors est-ce que dans une reprise cyclique ultérieure, on pourrait avoir en effet une autre politique budgétaire et revenir en arrière plus rapidement que prévu? Oui, il y a probablement des éléments à considérer de ce côté-là. Du côté de la grande coalition, oui, c'est probablement une très grande coalition qui va se préparer. On voit déjà des ouvertures potentielles, soit à gauche du côté des Verts ou du côté des Républicains. La gouvernance interne sur le problème des retraites, je ne crois pas que ce soit un facteur de blocage si important que ça, parce que finalement, on voit que beaucoup de partis sont d'accord sur l'idée de ramener l'âge de la retraite à un niveau un petit peu plus élevé. Les opposants sont les partis, j'ai envie de dire, anti-système, qui feront probablement pas partie de cette coalition en tout cas. Et donc, et puis il y a une démarche qui est promise comme étant plus participative. Donc il y a une volonté de négocier avec les syndicats sur le rythme, à quel horizon et en combien de temps. Il a proposé on augmente d'1 an tous les 4 mois. Donc on voit bien qu'il a déjà mis, entre guillemets, de l'eau dans son vin sur la façon de converger vers un âge de la retraite plus élevé. Tout ça est négociable, sera sur la table en termes de modalités, de façon à éviter un mouvement social, parce qu'on voit bien qu'il risque d'y avoir en tout cas une fracture entre le Parlement tel qu'il va apparaître lors des élections législatives et la vision de la société française qu'on avait suite au premier tour des élections présidentielles. Parce que les partis du type LFI ou les partis d'extrême droite ont très peu d'ancrage local et auront probablement, en tout cas pour l'extrême droite française, une très faible représentation au Parlement. Et ce hiatus entre le résultat du premier tour et la structure du Parlement à l'issue des élections législatives peut éventuellement amener en effet à des facteurs de blocage ou à des tensions entre guillemets dans la rue. Donc ça c'est un sujet en effet qu'il va falloir suivre de près. Pour des financiers, des investisseurs, une nouvelle réforme du système de retraite français, c'est important pour le statut corps ou semi-corps de la dette française. C'est fondamental. C'est fondamental. Ça va être la pierre angulaire de la politique intérieure française dans les 12-18 prochains mois. C'est la réforme des retraites. Et puis à l'extérieur, ça va être tout l'agenda européen. On a parlé des règles budgétaires, il y a l'Europe de la défense, l'Europe de l'énergie, etc. Donc ils vont aussi être sur le devant de la scène. Bon,
Vincent, si vous avez des commentaires à ajouter, pas de problème. Je voulais qu'on bascule tranquillement peut-être sur les sujets, les préoccupations immédiates des investisseurs, à savoir la question de la résilience de la croissance mondiale. On s'est déjà interrogé quand même sur la croissance européenne. La croissance chinoise, visiblement, pose de plus en plus problème en ce début de deuxième trimestre, avec une échéance politique majeure qui doit conduire à la réélection de Xi Jinping en octobre-novembre prochain. On a l'impression que le plan de marche chinois, en termes de croissance, en termes de gestion sanitaire, n'est pas du tout là où il devrait être aujourd'hui. Non, c'est quand même étonnant qu'en Chine, à peu près maintenant 2 ans et demi après l'émergence de Covid-19, on en soit toujours à des confinements sévères. On a connu Shanghai. Là, des inquiétudes très grandes apparaissent sur Pékin. Et donc, qui n'a pas été confiné, je crois, à Pékin. Enfin, il me semble que voilà, c'est pas une ville qui a le été... risque de contagion bien sûr. maintenant grandit fortement, et ça pourrait conduire à des actions très fortes là-bas également. Donc ça soulève des questions sur cette politique sanitaire, et clairement sur la croissance chinoise, plus généralement la croissance globale. Alors d'abord, ça crée de nouveau un choc sur les chaînes de distribution globale. Donc ça, on sait que ça veut dire moins de croissance globale, mais également plus d'inflation globale. Donc choc stagflationniste qui continue d'augmenter. Ça risque de retarder la décrue de l'inflation. Je crois qu'à court terme, l'économie mondiale fait face à 2 chocs. Les confinements en Chine et la crise russe, avec notamment, on l'a dit, une économie européenne qui est très exposée. Donc ça, pour les 6 prochains mois, clairement, c'est un frein considérable à la croissance globale. Au-delà, alors j'espère, je pense que sur la fin de l'année, effectivement, on pourra rebondir, mais assez rapidement, je dirais second semestre 2023, fin 2023, on va avoir un ralentissement qui sera celui probablement d'une fin de cycle, avec une Fed qui aura beaucoup remonté ses taux. Je rappelle que le marché anticipe entre 9 et 10 hausses de taux supplémentaires cette année. Il faut y ajouter celle de mars déjà. Donc on parle de plus de 250 points de base. Oui, c'est ça. Quand on prend le budget global de hausse de taux, on est à 250 points de base. Plus le resserrement quantitatif. Donc ça va être un des resserrements, si ça se produit comme le marché l'anticipe aujourd'hui, un des resserrements les plus sévères qu'on a depuis la période post-Volcker. On a eu 300 points de base en 94-95 sur environ 12 mois, très rapide. Et sur le cycle 2004-2028, 2018, on a eu 85 points de base. 85 points de base, mais beaucoup plus étalés. Là, c'est un resserrement monétaire très fort. On a des taux longs qui montent, on a des prix de l'énergie qui sont très élevés, on a un dollar qui est très fort. Inévitablement, on va avoir également un ralentissement assez fort aux États-Unis. Donc ça soulève vraiment des questions sur la croissance globale, et ça explique que le marché soit quand même assez fragile. Pour l'instant, les actions, la volatilité des actions avait plutôt bien résisté par rapport à l'envolée des taux longs et l'envolée de la volatilité obligataire, la volatilité des taux longs. On est dans une situation quand même compliquée à court terme qui justifie une approche assez prudente sur les stratégies d'investissement. Parce que dans le paysage que vous dressez, Vincent, il ne faut pas mésestimer ou sous-estimer la volonté ou l'aveuglement de la Fed, diront certains, à aller loin et vite, et peut-être plus loin que ce qu'on imagine, et plus vite encore dans la reconstitution de marge de manœuvre monétaire. Ils sont dans une situation très inconfortable, à savoir une inflation qui est intolérable, trop éloignée de leurs objectifs, et de l'autre côté, une économie qui va ralentir. Donc, situation très difficile. À court terme, il faut frapper fort. Nous pensons que lors des 2 prochains meetings, ils vont augmenter de 50 points de base, donc 2 fois 50, 100 points de base sur les 2 prochains meetings. Après, au-delà, nous pensons que la Fed ne pourra pas délivrer tout ce qui est anticipé par le marché, parce que l'économie va commencer à ralentir, et on voit les matières premières qui commencent à reculer sous l'effet du ralentissement anticipé. Et donc, je pense que la Fed, in fine, ne délivrera pas autant. Mais à court terme,
ils sont obligés de frapper fort pour casser cette spirale inflationniste. On voit des effets de second tour très clairs aux États-Unis avec les salaires notamment qui augmentent fortement. Ouais. Bon, sur les enjeux en matière de croissance globale, alors l'aspect chinois est quand même important. Christopher, quelles sont les réflexions que ça soulève et qu'est-ce qu'on comprend de la stratégie ou même l'urgence aujourd'hui des officiels chinois pour gérer à la fois une situation sanitaire mais qui se retrouve en lien évidemment dans le problème de croissance et notamment de consommation qu'a toujours l'économie chinoise aujourd'hui. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est effectivement qu'on a une accumulation de crises qui s'ajoute. Alors, bien évidemment, la Chine est un des aspects parmi tant d'autres. Sur la question chinoise purement, indéniablement, on ne va pas débattre pendant 3 heures du chiffre réel de la croissance chinoise, mais les objectifs à 5%, 5,5%, ça va être quand même très compliqué, vraisemblablement, cette année. Vous avez, je crois que c'était Nomura qui avait publié ça, qui avait fait une étude intéressante sur le sujet, c'est-à-dire que vous avez, en termes de régions, des régions chinoises qui sont peu ou prou dans des situations de confinement, alors certaines plus strictes que d'autres, mais ça représente déjà 40% du PIB chinois. Donc ça donne un ordre de grandeur de ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce qui est déstabilisant pour nous, c'est de voir que, en tout cas, la Chine, en tout cas les autorités chinoises, ne souhaitent pas sortir de cette stratégie zéro Covid, qui pourtant est extrêmement pénalisante. Alors pour le reste du monde, c'est très clair, mais aussi tout simplement pour la Chine, pour sa population. Donc il y a une gestion quand même de cette situation qui devient un peu complexe. Je vous avoue avoir beaucoup de mal à savoir quels peuvent être les outils, à part sortir de cette stratégie zéro Covid, qui peuvent être pertinents. Mais si vous voulez sortir de cette stratégie zéro Covid, il faut aussi faire un choix qui est politique, qui, à mon avis, sera compliqué sur les vaccins. Accepter des vaccins occidentaux ? Voilà. Ce qui, je pense, en politique intérieure va être difficile, il ne faut pas se leurrer, mais pourtant ce serait la seule solution pour avoir un peu une éclaircie, parce que le problème c'est que vous avez la Chine d'un côté, alors bien sûr les perturbations sur le commerce international, on le mentionne à juste titre, les perturbations, vous l'évoquiez en introduction, sur l'ensemble des devises, et qui reflètent bien sûr cette hausse du dollar qui est pénalisante. On pourrait rajouter qu'on a une déstabilisation probablement à venir des émergents, alors on a eu le défaut de paiement, alors c'est un petit pays, c'est le premier domino, mais du Sri Lanka, et ça éveille quand même des sujets d'incertitude sur d'autres zones pays. Si on regarde notamment des pays plus proches de nous, ou en tout cas qu'on connaît un peu mieux, Pakistan, Tunisie, vous avez des niveaux de dette qui ont fortement augmenté, les taux d'intérêt aussi ont très fortement augmenté sur les 2 dernières années. C'est des pays qui sont très dépendants en termes d'approvisionnement extérieur. Donc il y a une conjonction de facteurs, et là je ne les ai pas tous évoqués, mais qui font qu'on est passé quand même, rappelez-vous, il y a un peu moins d'un an de cela, c'était les 20 glorieux, enfin les 30 glorieuses, oui, bien sûr. Revenaient, les Roaring Twenties. Cette fameuse comparaison. Je m'en souviens, oui. Et là, c'est quand même l'inverse. Et tous sur le plateau, on évoque quand même ce risque récessionniste, qui est probablement beaucoup plus vrai de la réalité qu'autre chose. Et c'est vrai que ça va être très très compliqué, parce que finalement, vous avez une accumulation de facteurs qui sont difficilement gérables. Sur les matières premières, on a la baisse à l'heure actuelle à cause de la Chine. Mais si vous regardez, vous avez aussi des phénomènes de pénurie. Au niveau du lithium, aujourd'hui, les stocks sont plus bas. Le lithium, qui est essentiel pour l'industrie automobile, pour la transition énergétique. On peut regarder, par exemple, le cuivre. Le cuivre, vous avez aujourd'hui des manifestations. Alors, l'un des pays qui exporte beaucoup, c'est le Pérou. Et vous avez des manifestations qui font que 20% des exportations du Pérou, aujourd'hui, sont à l'arrêt. Donc, vous voyez, vous avez cette accumulation de déstabilisation qui fait que on voit mal comment on pourrait éviter un scénario un peu choc dans les prochains mois. Ouais. Sur la Chine, Didier, c'est quoi l'histoire, la suite de l'histoire chinoise ? Comment on imagine une stabilisation à un moment de l'économie chinoise qui ne cesse quand même de se dégrader ? Oui, alors il faut quand même comprendre que c'est une dynamique conjoncturelle, c'est-à-dire qu'on a vu ce qui se passait avec les crises du Covid dans nos pays où on a beaucoup confiné également. On a un effondrement de l'activité économique à court terme, donc on aura une récession technique en Chine avec une croissance négative au 2e trimestre, ça c'est très vraisemblable. Ceci dit, le jour où la situation s'améliore sur le plan sanitaire, on aura un rebond de la croissance, puisque c'est quelque chose, c'est des mesures entre guillemets administratives. Donc, c'est vrai que la cible de croissance de 5,5, elle n'est pas accessible. Nous, on est plus en ligne avec une perspective de croissance en moyenne annuelle de 3,2 avec ce choc sur la croissance à court terme. Mais ça ne remet pas en cause les perspectives de moyen terme de la Chine. Donc il faut bien distinguer les deux éléments, parce que je crois qu'on se tromperait complètement si on pense que la transition d'une économie chinoise vers une économie plus inclusive, etc., ou qui mettent en péril leur transition vers un modèle plus stable de moyen terme. La prospérité commune, elle peut être mise en pause, mais ça reste, exactement, vous dites, quand même la stratégie. Bien sûr. Je pense qu'une fois qu'on sera sorti de la crise du Covid, on peut connaître une très belle reprise technique. De rattrapage sur la consommation notamment. Donc il n'y a pas péril en la demeure, mais c'est vrai que les autorités chinoises vont s'infliger un choc sur l'activité économique très important. Bon, deuxièmement, à l'échelle mondiale, c'est un choc d'offres plus un choc d'offres. Donc évidemment, on était dans une situation avec pression stagflationniste avant la guerre en Ukraine.
On a la guerre en Ukraine qui se traduit, on le sait, par cette volée des prix de l'énergie. C'est un choc d'essence stagflationniste. Et on rajoute ces chaînes de valeur dont on anticipait qu'elles allaient lentement mais sûrement se normaliser d'ici la fin de l'année. Elles ne vont pas se normaliser de sitôt avec ce qu'on voit en Chine. Donc on n'arrête pas d'ajouter des chocs d'offres qui, par nature, peuvent provoquer des récessions, mettre en difficulté certains pays émergents. J'ai un des canaux de transmission aussi sur certains pays émergents, c'est la montée des prix de l'alimentation qui est au plus haut. Et donc ça va créer aussi des chocs probablement politiques dans certains pays, dans certains pays émergents. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis là, je partage complètement ce que disait Vincent. La Fed va taper fort à court terme, mais on doute de sa capacité de continuer dans le second semestre au moment où on va voir les chiffres de ralentissement économique. Donc on n'est pas dans la doctrine Summers. Summers dit même si ça ralentit, il faut pousser les taux d'intérêt réels très en territoire positif, parce qu'il n'y a qu'une grosse récession qui est, en gros, je schématise, mais il n'y a qu'une grosse récession qui est capable de casser le mécanisme inflationniste. Powell va rétropédaler très vite, à mon avis, d'ici 6 mois, s'il s'aperçoit qu'avec 100 ou 150 points de base de hausse de taux, il y a déjà des menaces de récession qui commencent à apparaître. C'est quoi, un point de hausse du taux de chômage, déjà, ça fait réfléchir? Même partant de 3,5, 4 les midterm elections, on sait que le mandat de la Fed est sensible quand même au chômage et à l'activité économique. On n'imagine pas que la Fed resterait aussi agressive si on commençait vraiment à avoir des risques de récession, mais pas immédiatement. Je ne pense pas qu'il y ait de risque de récession. Mais on peut commencer à anticiper une récession de façon plus certaine d'ici 6 à 9 mois. Et donc là, on peut se poser la question de la stratégie de la Réserve fédérale. On peut se poser aussi la question de la stratégie de la Banque centrale européenne. Elle peut vouloir agir beaucoup plus vite que prévu. Et donc, mais c'est ce à quoi on assiste depuis des mois. À chaque nouveau discours, on a l'impression qu'on accélère encore un peu plus la séquence. Maintenant, c'est juillet. Voilà, sur les conséquences sur les actifs, alors là, je rejoins. La prudence s'impose compte tenu évidemment de tous les éléments d'incertitude qu'on a à l'esprit. Ceci étant dit, du côté de la Réserve fédérale américaine, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on part d'un niveau d'accommodation monétaire historique. Les taux d'intérêt réels sont puissamment en territoire négatif. Alors ça dépend comment on les mesure. Mais si on regarde la mesure naïve du taux d'intérêt spot moins l'inflation telle qu'on la mesure, on a des taux d'intérêt très négatifs. Donc il y a la volonté de la Fed doter de l'accommodation monétaire. Avec un débat aujourd'hui qui est quel est le taux d'intérêt réel qui va avoir un impact sur les classes d'actifs? Est-ce que le taux d'intérêt réel sous-jacent aux obligations indexées sur l'inflation, parce que là, il commence à être proche de zéro, et à ce moment-là, ça peut en effet être très mauvais pour les valeurs de croissance, pour les marchés d'actions, puis être un point d'inflexion dans les allocations d'actifs? Ou est-ce qu'on considère qu'on a encore beaucoup de liquidités dans le système, et que ce qu'ils font, c'est en fait ôter de l'accommodation monétaire, et qu'on n'est pas encore en vrai durcissement monétaire? Bon, l'avenir le dira. Pour l'instant, on n'a pas de signe patent de fragmentation financière aux États-Unis. On a une petite correction sur les actions, les spreads de crédit, il n'y a pas eu encore de... Bon. Mais le jour où le crédit va commencer à réagir, là, historiquement, on sait que Powell, quand on regardait ses discours de politique monétaire avant qu'il accède à ses fonctions, on voyait qu'il était très sensible aux indices de conditions financières. Et là, pour les indices de conditions financières ne se sont pas vraiment encore durcis. Donc ça veut dire que pourtant, ils se sont déjà un peu durcis quand même. Non, mais c'est intéressant, votre vision. Vous dites, malgré tout ce qu'on décrit, et c'est vrai que c'est une description quotidienne, donc on est vraiment la tête dans le guidon tous les jours, choc de taux réel, durcissement, le dollar qui monte, etc. Vous dites, tout ce qu'on décrit là, tout n'a pas encore été anticipé pleinement par les marchés si jamais le chemin continue de s'accélérer pour la Fed. Oui, ce qu'on a en tête, c'est une courbe en cloche un peu sur les taux d'intérêt à long terme américains. C'est-à-dire qu'on n'est probablement pas au plus haut sur les taux de la Fed parce qu'il y a le quantitative tightening qui arrive et qu'il y a des éléments qui sont mal maîtrisés sur l'impact sur la courbe des taux. Mais ceci étant dit, on a l'idée que si on montait bien au-delà de 3%, ça ne durerait pas. Et qu'il y aurait un retour sur la partie longue de la courbe des taux et probablement une correction sur les actions. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller dans les mois qui viennent. Et évidemment, les investisseurs sont légitimement nerveux sur l'exposition. Et on n'attend pas d'évolution directionnelle sur les marchés d'actions dans cet environnement. Bon. Comment vous regardez alors effectivement l'allocation d'actifs qui fonctionne aujourd'hui versus celle qu'il faudra peut-être avoir demain, Vincent? Voilà, le long dollar, ça reste quand même pour moi un fil rouge qui résume beaucoup de ce qu'on est en train de dire. Est-ce que c'est encore un one-way trade en termes d'allocation d'actifs? Le timing est important, même s'il est difficile à sizer, mais il est quand même important. Le dollar performe très bien, d'abord parce qu'il y a une certaine aversion au risque et une forte incertitude politique, plus effectivement les hausses anticipées de la Fed, donc les écarts de taux favorisent le dollar. À court terme, je pense qu'effectivement le dollar doit rester bien orienté, surtout si les tensions financières se poursuivent. Ceci dit, en termes de valorisation de moyen long terme, le dollar est déjà cher. Donc le potentiel est également assez limité. Sur les taux longs, je rejoins ce qu'a dit Didier, c'est ce que j'appelle, moi, les phénomènes d'autocorrection. C'est-à-dire que si les taux longs réels venaient à monter trop vite, trop fort, l'ensemble des actifs en pâtirait. On aurait de l'instabilité financière
financière qui crée de la fuite vers la qualité et mettrait une limite à ces taux longs. Et puis il y a un deuxième phénomène d'autocorrection, c'est la soutenabilité de la dette des États, notamment des États européens. On a parlé des déficits tout à l'heure. Je rappelle que en général, la zone euro, qui souffre toujours d'un défaut de construction originel, ce défaut est toujours là. Et après les crises, après des périodes de faible croissance et de forte hausse de la dette, se trouve dans une situation plus fragile. Donc, ça va être un point de fragilité à surveiller. Donc, sur les allocations, pas mal de prudence, légèrement sous-pondéré sur les actions aujourd'hui. Toujours sous-pondéré Govies, mais moins, parce que les taux longs ont beaucoup monté. Même chose sur la duration, nous réduisons les positions courtes de duration. Nous restons pour l'instant longs sur le crédit, mais d'une façon défensive. On préfère l'investment grade au high yield, on préfère les non financières aux financières, on préfère les secteurs défensifs aux secteurs cycliques. Et progressivement, à mesure où le cycle vieillit, il faudra repasser du crédit vers les obligations gouvernementales. Sur la partie européenne et soutenabilité souveraine en Europe, qui est une caractéristique effectivement dans le mandat officieux de la Banque Centrale Européenne, on va avoir un premier test intéressant cet été. Le sens du voyage est écrit, on n'a pas tout à fait le timing là non plus, mais peut-être dès fin juin, peut-être courant juillet, les achats nets d'actifs vont s'arrêter, que ce soit les plans d'urgence pandémique ou le programme traditionnel APP de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, en place depuis 2015. Ça fait quand même plus de 5 ans qu'on vit avec une banque centrale qui achète net des obligations d'État. On a réfléchi à la manière dont on était capable de s'en passer ou pas quand on fait les maths, par exemple, de marché, Vincent. La BCE essaie de mettre des garde-fous en disant que si la situation venait à se détériorer, ils auraient des outils. Je pense que ça manque un petit peu de muscle, de substance et de crédibilité. La réalité, c'est que oui, on pourrait s'écarter des clés de distribution, notamment dans le réinvestissement des papiers qui arrivent à maturité, mais ça bougerait. Ça ne changerait pas massivement la donne. La réalité, c'est que dans une période d'inflation élevée, ils ne vont pas émettre beaucoup de monnaie pour acheter des bonds et maintenir et protéger cette stabilité financière. Donc la séparation des outils a quand même ses limites en période de forte inflation et je pense que là ça manque un petit peu de substance. Ce qui est très important pour la trajectoire de la dette, c'est le taux réel qu'on paye sur la dette et la croissance réelle. Alors ce taux réel, il bouge très lentement, mais attention quand même à la hausse des taux réels à un moment où la croissance, elle, diminue. Donc effectivement, c'était le point qu'on mettait en avant pour être plutôt long crédit investment grade par rapport aux Govies non-core, c'est que les spreads crédit nous paraissent relativement larges par rapport à ces spreads souverains. D'accord, bon. Le risque de fragmentation en Europe, la capacité de la BCE à rester quand même un garde-fou, un gardien de l'euro, pour dire les choses simplement. Alors, sur la charge de la dette, notamment qui va compter pour les États, on sait qu'on a une tendance qui va encore continuer à diminuer, mais il y a quelques signaux, si on est sur une tendance effectivement de hausse des taux qui vraisemblablement quand même fait pas lourdement débat, sur certains pays qui va être problématique. Typiquement l'Italie, on le voit que ça peut être sur la pente glissante et ça fait partie des pays qu'on connaît bien, qui sont bien perçus par les investisseurs comme des pays éventuellement à risque quand on commence à parler de fragmentation de la zone euro. Maintenant, je pense que c'est vraiment un sujet beaucoup plus long terme. On parlait un peu d'horizon temps entre ce qui va se jouer dans les 6 à 9 prochains mois et ce qui jouera potentiellement sur les 4 ou 5 prochaines années. Peut-être que ce sujet de soutenabilité va revenir plus rapidement. Pour l'instant, ça ne me paraît pas être la grosse problématique. Ce qui va être compliqué pour la BCE, c'est effectivement normaliser sa politique monétaire avec foncièrement déjà des taux d'inflation qui sont complètement différents entre les pays, puisque aujourd'hui vous avez des pays qui sont comme la France comparativement épargnés par rapport à d'autres qui sont proches de 10% déjà. Ça va être du simple double, 5 à 10 quoi. Donc c'est déjà le premier sujet. Le deuxième point, vous avez quand même un ralentissement qui est marqué indéniablement et qui va s'accentuer dans les prochains mois en zone euro, mais qui est aussi différent et qui n'est pas systématiquement pareil. Si on regarde le ralentissement allemand, on voit qu'il y a quand même des éléments qui sont probablement aussi un peu structurels, notamment liés à l'Ukraine. En tout cas, c'est ce que les retours des enquêtes d'opinion des entreprises en Allemagne, c'est très clair, c'est qu'elles considèrent notamment que l'impact global de la crise
crise en Ukraine sera structurellement plus important sur l'économie allemande que ne l'a été la Covid. Donc, c'est pas le même sujet si on regarde, par exemple, les enquêtes d'opinion en France. Donc, ça va être très compliqué de naviguer dans cet environnement qui est extrêmement divers et avec des partenaires commerciaux, on l'évoquait, les États-Unis, mais le Royaume-Uni aussi, on commence à voir cette thématique récessionniste qui revient un peu sur le devant de la scène, ou en tout cas un choc sur la consommation qui va être massif à minima dans les prochains mois, et bien sûr qu'il y aura ces répercussions du côté britannique. Donc ça fait beaucoup de facteurs d'instabilité, avec toujours cette conception qu'ont les investisseurs, en tout cas extra-européens, qu'indéniablement, c'est vrai que la zone euro a des fragilités au niveau institutionnel qui sont très prégnantes. Donc, si vous avez un environnement économique qui va beaucoup se dégrader, je pense que malgré tout, quand même, les investisseurs vont plutôt être orientés, typiquement marché américain, que marché européen. Malheureusement, c'est toujours un peu cette thématique qui revient. Je reviens sur le sujet des devises, mais l'affaiblissement continu de l'euro contre le dollar, contre la force du dollar, est-ce que ça devient, Christine Lagarde le répète, évidemment, c'est pas dans le mandat officiel, mais c'est quand même un facteur qu'on regarde, c'est un facteur en plus d'importation, enfin d'inflation importée supplémentaire, en plus de tous les chocs qu'on a décrits. Il y a tactiquement quand même une urgence pour la BCE du point de vue de la devise, là. Très clairement, il faut se rappeler que par exemple les taux négatifs étaient vus comme une arme pour éviter la surréaction à la hausse de l'euro. C'est ça quand même à l'origine, c'était utiliser les taux négatifs pour éviter d'avoir un euro trop élevé. Donc là, on est tout à fait dans cette situation inverse. Qui plaide d'un point de vue intellectuel, ça plaide pour une action précoce de la Banque Centrale Européenne. Il faut arrêter les taux négatifs le plus vite possible. Alors comment mettre ça sur la table au moment même où on risque d'avoir un ralentissement de l'activité économique? Comment dissocier des mesures techniques qui visent simplement à ôter un excès d'accommodation monétaire qui est contre-productif avec un vrai cycle de hausse de taux qui ne serait pas le bienvenu, je pense, compte tenu de la situation conjoncturelle de certains États? Ça, c'est compliqué en termes de communication. Surtout que la BCE avait toujours lié ce qu'elle ferait sur les taux d'intérêt à la fin de son programme d'achat de titres. Donc là, il va lui falloir dissocier les deux, parce qu'il lui faudra peut-être tôt ou tard envisager des achats d'actifs dédiés sur des programmes d'investissement en Europe pour financer la transition énergétique, parce que tout ce qui va être retour de la discipline budgétaire et fiscale ne pourra pas concerner par définition, tout ce qui est bien stratégique et bien commun européen. Donc il va falloir trouver des modalités de financement, et ça, ça fera partie des négociations qui sont sur la table, alors, soit du côté des règles budgétaires, soit du côté des émissions d'obligations spécifiques. Mais là, on parle bien d'un accord politique au plus haut niveau qui permettrait à la BCE d'agir bien évidemment. C'est-à-dire que avec l'acquiescement des États, la chefs BCE d'État et de gouvernement. Il y a une agence indépendante qui arrive à regarder ce qui finance des biens communs européens, par exemple. Ça, c'est pas pendant 6 mois. Non, mais ça peut être un agenda à l'horizon des 2 prochaines années, quand même. On n'a pas que la crise ukrainienne, avec la guerre en Ukraine finira par se terminer. Il y aura des négociations qui viendront sur la table, donc il faut il faut aussi savoir se projeter sur l'après et ce qui va être négocié du côté de l'Europe. On voit bien que l'Europe est un édifice qui est incomplet sur le plan financier, politique, institutionnel. Donc il faut aller de l'avant de ce côté-là. Et je pense que la Banque Centrale Européenne gagnera à séparer ces opérations de fonction de politique monétaire pour ancrer les anticipations d'inflation de possibles achats de titres dédiés sur des titres très particuliers. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, entre guillemets, de l'économie fiction encore au jour d'aujourd'hui. Oui, de la politique pour fiction l'euro, même. Pour l'euro, si la BCE ne bouge pas et que la Fed tape très fort, comme on l'anticipe dans les 2 mois qui viennent, l'euro peut continuer de se déprécier. Nous, on a en tête qu'on peut descendre à 1,02 sur l'euro. Oui, j'allais dire parité. Ça y est, le sujet de la parité ou de la quasi-parité revient sur. Et c'est contre-productif parce que ça vient, il y a plus à perdre en termes d'inflation avec une poursuite de la dépréciation de l'euro qu'avec une remontée, j'ai envie de dire, de taux d'intérêt à court terme qui viendrait simplement compenser des taux négatifs. Donc là, il y a un choix d'arbitrage à faire du côté de la BCE. Bon, on aura beaucoup d'éléments d'information macroéconomique tout au long de la semaine. Alors, les publications d'entreprises, on y reviendra demain. On aura la publication des grandes banques européennes, des grandes pétrolières américaines, des GAFAM également tout au long de la semaine. Et puis, quand même, les premières estimations de croissance, PIB T1 pour les États-Unis, publication attendue jeudi. Et puis, pour la zone euro et les grands pays de la zone euro en fin de semaine également, avec, pour la zone euro également, une première estimation d'inflation pour le mois d'avril. On attend peut-être un plateau. En tout cas, voilà, le consensus des économistes estime que le chiffre du mois d'avril pourrait être sur un an, en tout cas, équivalent à peu près à celui du mois de mai, ce qui serait déjà une première forme peut-être d'accalmie ou d'arrêt de l'accélération de l'inflation sur un an glissant en zone euro. Voilà pour la semaine macro qui se dessine. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Didier Borowski, Amundi Institute, Vincent Chéniaud, General Investments et Christopher Dembig, Saxo Bank, étaient nos invités en plateau.